Bonsoir mesdames et messieurs. Pour le premier épisode de ce podcast, j'aimerais vous parler du Vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway. Je suis Alexandre et j'espère que vous aimerez ce podcast. Hemingway a été souvent cité à propos de cet ouvrage pour les phrases suivantes. Jamais un bon livre n'a été écrit qui ait vu ces symboles arriver en premier et rester. J'ai essayé de faire un vrai vieil homme, un vrai garçon, une vraie mer et un vrai poisson et de vrais requins. Mais si je les ai faits suffisamment bons et réels, ils signifieront beaucoup de choses. Cette citation évoque non seulement la manière de penser l'écriture d'Hemingway, mais je la rapproche aussi d'une phrase de Tolkien qui disait détester les analogies. Beaucoup de gens ont pris cela comme une preuve qu'il ne fallait pas chercher de message ou de symbolique dans l'œuvre de Tolkien, mais je ne pense pas qu'il faille envisager les choses ainsi. On se rend plutôt compte en remettant cette citation dans son contexte que Tolkien parlait plutôt de symbolique plus directe. En effet, cette déclaration a été faite à propos des livres de C.S. Lewis, Le Monde de Narnia, dans lequel un parallèle très fort est fait entre le personnage d'Aslan, un lion qui aide les héros, et une figure christique. Je pense qu'on peut faire un parallèle entre les propos de Tolkien et d'Hemingway que j'ai pu vous rapporter. Il me semble que d'après eux, l'histoire d'un roman en est la base, et les thèmes découleront de cette histoire et permettront au lecteur d'en tirer ce qu'il veut. Et pour moi, cette grande considération pour l'histoire, avant tout, se voit en premier plan dans Le Vieil homme et la mer. Pour revenir au sujet d'aujourd'hui, Hemingway était un auteur américain. Mais lorsqu'il publie Le Vieil homme et la mer en 1953, il a habité à La Havane plusieurs années et va utiliser cette expérience, ainsi que celle de la pêche, pour rédiger cette œuvre. Cela s'avérera payant et son roman lui amènera un prix Pulitzer ainsi qu'un prix Nobel de littérature. La critique sera conquise par ce roman simple, sans être simpliste, avec peu de personnages et de lieux, servant tous à développer la psychologie du vieil homme, le personnage principal. Comme je viens de le dire, l'histoire du livre est plutôt simple. À Cuba, un vieux pêcheur nommé Santiago nous est présenté comme vivant dans la misère. En effet, cela fait 85 jours qu'il n'a rien ramené de ses excursions en mer. À ses côtés se trouve Manolin, un enfant qui l'aide au maximum, malgré le fait que ses parents ne le laissent pas pêcher avec ce vieil homme malchanceux. Le vieil homme part pêcher une fois de plus, et finit par ferrer un poisson qu'il sent comme énorme. Ce poisson prodigieux le tire pendant 3 jours sans s'arrêter. Pendant cette période, le vieil homme se parle à lui-même, et ressent une connexion se créer avec ce poisson. Il finit par réussir à l'attraper, découvrant un marlin énorme, qu'il va tenter de ramener au port. Après avoir tué à grand regret ce poisson pour lequel il commençait à éprouver du respect et qu'il nommait son frère. Cependant, sur le chemin du retour, il se retrouve obligé d'affronter de nombreux requins qui viennent se repaître de la carcasse du poisson. Le pêcheur tente de les repousser tant bien que mal, par respect pour ce poisson qu'il considère trop noble pour se faire manger par de vulgaires requins. Cependant, exténué après l'effort de la pêche et la lumière du jour déclinant, il finit par abandonner et laisse les requins dévorer la carcasse. Finalement, une fois arrivé au port, il ne lui reste plus que le squelette du poisson comme témoignage de cette prise incroyable. Terrassé par la fatigue, le vieil homme s'endort chez lui et le garçon vient s'occuper de lui, décidant qu'il recommencera à pêcher avec le vieil homme. L'histoire se termine sur des touristes visitant le port, découvrant la carcasse du poisson gigantesque et pensant qu'il s'agit d'un requin. Nous allons maintenant pouvoir nous intéresser aux thèmes ressortant de ce roman. Tout d'abord, un sujet qui saute aux yeux est celui de l'amitié, représenté par les deux personnages humains, Santiago et Manolin. On ressent en effet un lien très fort entre eux, grâce à leurs dialogues qui sont pleins de complicité. Ils parlent notamment de baseball, mais échangent également sur le passé du vieil homme et sur la pêche. On constate notamment que le jeune garçon veut apporter un maximum d'aide au vieil homme. Il lui apporte de la nourriture lorsqu'il en a besoin et se lève plus tôt que nécessaire pour l'aider à préparer son embarcation avant qu'il parte en mer. Également, plus tard, lorsque Santiago se retrouve seul en mer, il se parle à lui-même et remarque que c'est une habitude qu'il n'a prise que depuis que le garçon n'est plus avec lui, représentant ainsi le manque qu'il ressent. Manolin traverse quant à lui une sorte de passage à l'âge adulte. En effet, à la fin du roman,
il décide d'aller contre l'avis de ses parents pour retourner pêcher avec le vieil homme. Un autre sujet exploré par le récit est celui de la misère. En effet, les personnages vivent de peu de choses, et les descriptions de leur vie nous font comprendre à quel point celles-ci sont dures. Cependant, il me semble que ceci sert surtout à introduire d'autres thèmes, tels que celui de l'humilité. En effet, il s'agit de l'une des caractéristiques principales de Santiago. Il semblerait qu'il l'ait acquise avec l'âge, ne cherchant pas la gloire ou la richesse, mais se contentant du peu qu'il possède et aimant cette vie simple. Cette humilité transparaît aussi à travers le respect qu'il éprouvera pour le poisson qu'il voudra pêcher et pour plusieurs animaux durant le récit, par exemple un oiseau qui vient se poser sur sa barque pendant qu'il pêche. Je relie cela à ce qui me paraît être le sujet principal de cette œuvre, la valeur du combat et de la persévérance. On le comprend avant tout dans la lutte entre le vieil homme et le marlin, ainsi que, dans un aspect plus mineur, le respect pour l'adversaire. Cela se remarque lorsqu'il commence à appeler le poisson son frère, et également plus tard, lorsqu'il se mettra à combattre les requins qu'il ne considère pas dignes de dévorer le marlin. De manière plus générale, ce combat est une leçon sur le fait de ne pas abandonner, de toujours faire de son mieux envers et contre tout, de la même manière que Santiago s'accroche, malgré les blessures qu'il reçoit lors de la pêche. J'y vois également une injonction à ne pas se laisser gagner par la rage ou bien la haine, tel ce vieil homme qui garde un respect immense pour ce poisson récalcitrant qu'il veut remonter, tant bien que mal. Par ailleurs, je perçois la fin avec ces touristes, voyant le squelette du marlin sur la plage et pensant qu'il s'agit d'un requin, comme un dernier conseil. Nos combats personnels nous concernent nous et nos proches, mais personne d'extérieur ne pourra les comprendre. Et nous nous devons d'accepter cette solitude. Cependant, cette scène peut aussi renvoyer à d'autres interprétations, dont certaines que j'évoquerai plus tard. Par ailleurs, le roman prend souvent son temps pour décrire la nature, des poissons aux oiseaux à la mer elle-même, et ceci avec révérence et de nombreux détails. Ce respect tout particulier m'a notamment marqué à un moment où Santiago, seul en mer, pense à la manière dont les plus jeunes considèrent la mer alors qu'ils deviennent pêcheurs. Ces derniers, en espagnol, utilisent le pronom masculin elle pour parler de la mer, la voyant comme un objectif à surmonter, un adversaire à abattre. Santiago et les autres pêcheurs plus anciens préfèrent le terme la, pronom féminin qui, plus traditionnellement, renverra à l'aspect nourricier et bénéfique de la mer. Un autre élément du roman, et plus particulièrement du personnage de Santiago que je souhaiterais évoquer, est sa nostalgie pour sa jeunesse. Il dit rêver souvent de ses voyages en Afrique, et plus particulièrement de sa rencontre avec des lions. Par ailleurs, dans un moment particulièrement difficile de son combat contre le marlin, il repense à une anecdote de sa vie, un combat au bras de fer, et regrette sa force d'antan, qui, il le dit lui-même, lui aurait permis de vaincre n'importe qui. Manolin, quant à lui, semble ravi d'apprendre ces histoires sur la vie du pêcheur, même s'il semble en connaître déjà beaucoup que le vieil homme lui répète. Enfin, et de manière plus globale, il existe d'autres interprétations de l'histoire qui m'ont personnellement beaucoup moins convaincu. Certains ont par exemple une lecture du roman à travers la lutte des classes. Les villageois pauvres effectuent des travaux pénibles qui peuvent être mis en opposition aux touristes incapables de comprendre leur vie, symbolisée par la confusion du marlin au requin, mais j'ai du mal à voir où le combat entre l'homme et le poisson, au centre du livre, s'intégrerait dans cette lecture. D'autres comprennent le combat entre Santiago et le marlin comme une représentation de la vie elle-même, et comprennent les requins voulant se servir sur la carcasse du marlin comme représentant les personnes mal intentionnées et autres profiteurs. Si elle me paraît plus plausible que la précédente, cette théorie ne me convainc pas non plus. En effet, pourquoi alors les charognards arriveraient-ils après le combat, c'est-à-dire les profiteurs arriveraient une fois la vie terminée? Cependant, comme Hemingway le disait lui-même dans la citation que j'ai pu rapporter en début de cette vidéo, le roman n'a pas été écrit avec des images précises en tête,
Hemingway possède certes les clés de compréhension de celui-ci, mais chacun est libre d'y trouver ce qu'il souhaite. Pour finir, je vous recommande chaudement ce livre. Plutôt court, il est assez rythmé pour qu'on le lise très vite, et suffisamment bien écrit pour que le voyage soit très plaisant. Et je comprends parfaitement maintenant pourquoi il est aujourd'hui considéré comme un classique. Ce premier épisode de podcast est maintenant fini, et j'aimerais avant tout vous remercier pour votre écoute. J'aimerais également remercier les gens qui m'ont encouragé à essayer. Alors évidemment c'était un premier essai, ce sera pas parfait, mais jusqu'ici j'en suis plutôt satisfait. C'était la première fois que je faisais cet exercice. Donc voilà, je suis plutôt content. Également, vous remarquerez que cette partie n'est plus écrite. Et donc j'ai plus d'hésitation et je reviens. J'ai essayé de faire en sorte que le son soit propre et que mes paroles soient un peu intelligibles, de supprimer les moments où j'hésitais, etc. Donc voilà. Euh, c'était... Donc comme j'ai dit, c'était le premier épisode. Donc je vous remercierais si vous pouviez donner votre avis, donner des conseils éventuellement. Est-ce que vous avez trouvé ça intéressant? Est-ce qu'il y a des choses qui n'étaient pas logiques dans mon texte, des choses comme ça? À noter que j'ai tout écrit, donc peut-être que également la manière dont je disais pouvait être particulière. Par ailleurs, il y avait le matériel qui est nouveau et les logiciels et le matériel que je n'avais jamais utilisé. Donc potentiellement des problèmes là-dessus. N'hésitez pas également à donner un retour là-dessus. Euh, Dites-moi également par rapport au livre lui-même, le vieil homme et la mer, si vous l'avez lu, s'il vous a plu, si cette vidéo vous a motivé à le lire, ou si au contraire vous en avez rien à secouer, c'est possible aussi. Je vais faire un peu de test pendant quelques temps parce que voilà, j'ai envie de trouver un petit format sympathique. Donc ça, comme j'ai dit, c'était un format où vraiment tout était écrit, etc. Pour le prochain épisode, je vais essayer de faire un format beaucoup moins écrit, où je me laisserai plus aller et je digresserai sur le sujet de base de mon choix. Pour l'instant, j'ai choisi un sujet. Il est possible que ça change, mais il s'agira d'une série qui s'appelle Friday Night Lights. Je vous suggère de la regarder dès maintenant si ça vous intéresse, si ça peut vous intéresser. Et sinon, bah, j'en parlerai dans le prochain épisode. Et j'essaierai de vous motiver à la regarder et à vous y intéresser. Finalement, pour ce qui est du délai jusqu'au prochain, alors, étant moins écrit, il sera sans doute plus rapide à tourner. Donc, je veux pas d'estimation parce que c'est quelque chose de nouveau, mais on verra. Je vais essayer de faire au plus vite. Par ailleurs, je vais sûrement déménager et ne pas avoir mon matériel à disposition pendant quelques temps sur une durée qui pourrait aller jusqu'à un mois et demi. Euh, donc, je ne peux pas garantir que de nouveaux épisodes arrivent nombreux et bientôt. Et en tout cas, j'espère que celui-là aura été intéressant pour le moment et que quand je pourrai continuer, eh bien, il y aura des gens au rendez-vous ou pas d'ailleurs. Voilà. Le plus important pour moi, c'est que vous donniez vos ressentis, que je sache voilà, qu'est-ce que vous pensez de cet épisode et de tout ça. Et voilà, j'espère que de nombreuses personnes donneront leur retour et qu'on se verra au prochain. Merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine.